Bienvenue au Printemps de l'économie et bienvenue à la session sur les dangers et promesses des technologies numériques pour la société de demain. J'ai deux petites annonces à vous faire pour commencer. On vous demande de porter vos masques. Donc le port des masques est fortement recommandé pour ne pas dire plus. Et deuxièmement, vous pouvez envoyer des questions en tweetant sur Printemps de l'écho, hashtag Printemps de l'écho. Voilà. Alors, la vague technologique du numérique entraîne des transformations profondes et multidimensionnelles dans nos sociétés, et je pense que vous en êtes toutes et tous très conscients ici. Sont concernés le travail et l'emploi, notre consommation, nos modes de vie, notre culture, sans oublier la dimension de la démocratie et de nos libertés individuelles, impactées par exemple par l'exploitation de nos données personnelles par les géants du numérique. Ce qui amène certains observateurs à parler d'un capitalisme de surveillance. Une des questions posées et dans ce contexte est celle des politiques publiques pour mettre en œuvre face à ces évolutions. Selon le sondage réalisé par OpinionWay pour le Printemps de l'économie de cette année, 56% des personnes interrogées répondent que l'État doit renforcer le contrôle des plateformes numériques concernant leur utilisation des données personnelles. Et par ailleurs, 79% des personnes interrogées se disent favorables à la reconnaissance d'un statut de salarié aux salariés des plateformes Uber, Deliveroo et autres. Les organisateurs du Printemps de l'économie ont choisi le terme fédérateur de bifurcation pour l'édition 2021. Question, peut-on considérer que les technologies numériques sont à l'origine d'une véritable bifurcation au sens d'un changement de trajectoire de notre économie et de notre société? Pour en débattre, nous avons invité 3 économistes qui travaillent sur ces questions et qui ont accepté de répondre à cette problématique en essayant de dire en particulier quelles leur semblent être les promesses, mais aussi les dangers d'une telle bifurcation. Alors je présente nos 3 intervenants. Philippe Aghion, professeur au Collège de France. À ma droite aussi, Mireille Bruyère, maître de conférences en sciences économiques à l'université Toulouse-Jean Jaurès, membre du collectif des économistes atterrés. Thomas Coutreau, économiste, chef du département conditions de travail et santé à la DARES, donc qui est une des directions du ministère des Affaires du Travail et de l'Emploi. Voilà, donc nous aurons des présentations successives et un débat entre nos intervenants. Donc je donne la parole, pour commencer, à Philippe Aghion, en le remerciant d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, donc c'est un plaisir d'être dans ce débat, et d'être au Printemps de l'économie. Donc en fait, oui, donc il y a eu la révolution du numérique et de l'intelligence artificielle qui est dans la foulée, et au début, on s'est dit, tiens voilà, donc d'un côté, les gens se sont dit, pour la croissance, c'est formidable parce qu'on change la technologie de production des biens et services, ça permet de décupler, en gros, les capacités, le travail, on peut abonder le travail et le rendre beaucoup plus productif dans la production des biens et services, mais également, ça change la technologie de production des idées. On peut se faire aider pour produire des idées. La machine peut calculer. On a des bases de données qu'on n'avait pas, qu'on peut maintenant. On peut faire de big data, on peut faire toutes ces choses-là qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc le moteur de recherche est bien meilleur. Donc on se dit, ça va être un moteur de croissance extraordinaire. Non seulement on est plus productif pour produire des biens et services, on est plus productif pour produire des idées qui augmentent la productivité dans la production de biens et services. Donc on se dit, c'est formidable. Et puis on se dit, tiens, mais quand même curieux, la croissance de la productivité aux États-Unis décline depuis le début des années 2000, depuis le milieu des années 2000. Pourquoi? Malgré cette révolution. Et par ailleurs, on s'est dit aussi, la révolution du numérique, ça va supprimer des emplois, et la robotisation, et tout, ça va permettre d'automatiser des tâches qu'on ne pouvait pas automatiser, et donc c'est mauvais pour l'emploi, et donc il faut taxer tout ça. Et en fait, sur les deux, eh bien, les choses ne sont pas comme on le pense. Donc, sur les deux, on pensait que ça allait augmenter la croissance, mais en fait, ça l'a réduit. Alors, pourquoi ça réduit? Pourquoi, en fait, la croissance de la productivité
baisse aux États-Unis, notamment depuis le milieu des années 2000. Parce qu'effectivement, grâce à la révolution des technologies de l'information, vous avez eu les GAFAM, vous avez eu des entreprises superstars qui se sont développées, qui avaient peut-être plus de capital social que les autres, qui ont su tirer parti de cette révolution. Donc quand elles se sont développées et qu'elles sont devenues hégémoniques, au début, ça a boosté la croissance de la productivité aux États-Unis. Donc entre 1995 et 2005, la croissance de la productivité aux États-Unis augmente, mais après, ça diminue parce que ces entreprises inhibent l'innovation des autres. Elles deviennent dominantes et elles inhibent l'innovation des autres. Et en fait, il y a eu un problème, c'est que la politique de concurrence aux États-Unis ne s'est pas adaptée à la révolution digitale. On aurait dû normalement empêcher ces entreprises de devenir hégémoniques. On aurait dû dire, bah, attendez, vous voulez faire une fusion-acquisition, on va regarder si cette fusion-acquisition, elle met en danger l'innovation future, l'entrée future de nouvelles entreprises innovantes, et on ne l'a pas fait. Donc vous voyez, la croissance, c'est le résultat de la combinaison entre une révolution technologique et des institutions. Quand les institutions ne suivent pas, eh bien, la même révolution technologique, au lieu d'être un moteur de croissance, devient un frein à la croissance. Et c'est ça le problème aux États-Unis. C'est qu'avec une mauvaise politique de concurrence, la révolution technologique est devenue un frein à la croissance. D'où les réformes Biden pour essayer de réformer la politique de concurrence aux États-Unis. Sur l'emploi, on a cru beaucoup que la robotisation, alors la robotisation qui a été évidemment rendue beaucoup plus facile par cette dernière révolution technologique, on se dit les robots, il faut les taxer parce que les robots, ça remplace, ça détruit des emplois. Mais c'est une vision malthusienne de l'emploi, du marché du travail. Parce qu'en fait, quand on regarde, moi j'ai fait une étude récente avec Xavier Jaravel, qui est le prix du meilleur jeune économiste et d'autres, et Simon Bunel et Céline Antonin, et on voit que les entreprises qui robotisent, qui automatisent, elles créent des emplois. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de remplacement de travail humain par des machines, mais en fait, l'effet qui domine, c'est que ces entreprises deviennent plus compétitives. Comme elles deviennent plus compétitives, eh bien, elles peuvent augmenter leur production parce qu'elles ont des débouchés plus grands pour leurs produits. Et cet effet de compétitivité domine l'effet de substitution. Donc, si on taxait les robots, eh bien, en fait, ça empêcherait ces entreprises d'innover, de devenir plus compétitives et de créer davantage d'emplois. Donc, il faut faire très attention quand on regarde. Vous voyez, on peut partir souvent en économie d'idées préconçues, et puis après, on se rend compte que c'est pas si simple, et il faut essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas comme on pensait que ça devait marcher. Voilà. Donc, je voulais simplement dire qu'il y a beaucoup de promesses, mais là, à nouveau, ce qui se fait avec la robotisation, c'est que c'est vrai que les entreprises qui robotisent, elles créent des emplois, mais au détriment de celles qui robotisent moins. Et là, il y a l'effet d'éviction, et il faut des institutions de marché du travail. Donc, je pense que pour que la révolution réussisse, après je termine, il faut à la fois une bonne politique de concurrence, et également une bonne politique, je dirais, de flexi-sécurité à la danoise, de sorte que toute personne qui perd son emploi puisse être automatiquement formée avec une bonne sécurité de salaire pour pouvoir aller sur un emploi différent. Mais je pense qu'à partir du moment où il y aura une bonne flexi-sécurité et une politique de concurrence adaptée, alors cette révolution est une révolution qui nous amènera beaucoup. Mais les drames, c'est quand il n'y a pas les institutions qui sont là comme pendant à la révolution technologique. La même révolution peut donner beaucoup de bonheur ou beaucoup de malheur selon que les institutions se sont adaptées ou pas. Voilà. Merci. On voit bien qu'on est dans une problématique finalement de bifurcation. On peut bifurquer d'un côté ou de l'autre finalement en fonction de ce que vous avez dit des institutions. C'est votre thèse principale. En effet, c'est un sujet intéressant qui permet d'éclairer un paradoxe ou des paradoxes, celui d'une croissance qui ne serait pas, ou d'un gain de productivité qui ne serait pas au rendez-vous, et puis aussi le fait que l'emploi, finalement, les créations nettes d'emplois seraient positives, en dépit de destruction quand même, comme vous dites, créatrice dans vos analyses, hein, des destructions d'emplois importantes. Alors la question qu'on peut se poser aussi, et nos intervenants aussi vont en parler, je pense, c'est dans quel contexte ceci se produit, et quand on parle d'emploi, de quel emploi s'agit-il aussi? Mais je pense qu'on va y venir dans un instant. Je donne tout de suite la parole à Thomas Coutreau, qui a envie de nous expliciter justement l'impact des technologies numériques à partir d'un exemple. C'est la question du véhicule autonome. Thomas, c'est à toi. Oui, je pense. Alors Philippe Aghion a parlé de la révolution numérique, mais les révolutions numériques. Et moi, je voudrais questionner un petit peu cette idée de révolution numérique
qualifier indistinctement. Je pense qu'il faut distinguer différentes logiques possibles de la révolution numérique. Et je voulais prendre l'exemple de la voiture autonome. Alors, aujourd'hui, on nous présente, le gouvernement français a décrété la voiture autonome comme une priorité de la politique industrielle. Et on nous promet, l'idée c'est qu'avec la voiture autonome, donc c'est la voiture sans conducteur, hein, il y aura des passagers mais plus de conducteurs, elle sera une voiture robotisée donc, qui gérera les incidents du trafic avec des capteurs, des caméras et une connexion permanente avec tous les véhicules environnants et des antennes relais un peu partout. Donc ça nécessite une technologie extrêmement avancée, la 5G, voire la 6G implantée partout. Eh bien, cette voiture autonome nous est présentée comme une promesse de mobilité plus propre, donc environnementale, plus accessible, donc aussi justice sociale, et plus connectée. Alors, connectée, je ne sais pas très bien quel est l'intérêt pour le citoyen, mais en tout cas plus propre et plus accessible. Et on a en ce moment des investissements absolument colossaux hein, de la part des grandes multinationales, Google, etc., Tesla, etc., pour avancer vers la réalisation, la production. Elon Musk a promis ça pour la fin de l'année 2021, la production d'un véhicule entièrement autonome. Alors, il faut aussi quand même avoir en tête que le déploiement des infrastructures qui permettront la circulation de ces véhicules autonomes, lui, va rester quand même à la charge des États. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même équiper les autoroutes et les routes d'une multitude de caméras et de capteurs pour permettre ce déploiement. Alors, il y a 3 scénarios possibles, mais qui ne sont pas d'ailleurs exclusifs l'un de l'autre. Un qui serait basé sur la mobilité individuelle, c'est un scénario donc des voitures individuelles, les voitures autonomes individuelles interconnectées. C'est un scénario qui est porté par les constructeurs automobiles. Un deuxième scénario qui est porté plus par les grandes plateformes, les acteurs du numérique, qui seraient des véhicules, des taxis en gros, hein, des Uber mais sans chauffeur, donc des taxis autonomes. Et puis une troisième possibilité qui est portée plus par des acteurs publics, des collectivités locales, qui est des transports en commun, des autobus, des autocars autonomes. Mais alors, on peut déjà dire quand même un mot sur le premier scénario. C'est-à-dire si on a des véhicules individuels autonomes, c'est-à-dire où vous asseyez dans votre véhicule et vous lui donnez un point d'arrivée, et puis vous pouvez bouquiner, faire autre chose, regarder, alimenter les GAFAM en données vous concernant sur les réseaux sociaux. Bon, ce à quoi on peut s'attendre, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Hein. Alors, il y a eu une expérience qui a été menée à Berkeley par des universitaires. Ils ont octroyé, disons, à des familles californiennes, un chauffeur disponible et une voiture disponible 60 heures par semaine. Et ils ont observé quel était le résultat en termes de kilomètres parcourus. Et ça donne une augmentation de 80% des kilomètres parcourus. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire plus c'est facile et plus c'est commode et plus c'est pratique de circuler en voiture, et plus vous allez le faire. Et donc le véhicule autonome va entraîner très probablement une augmentation de la mobilité individuelle, si ça se fait sous la forme de voitures individuelles autonomes. Et donc une saturation. Alors les effets environnementaux attendus risquent d'être plutôt négatifs en réalité, avec une augmentation du trafic routier de par cet effet rebond. Mais même en supposant que ce ne soit pas ce scénario-là qui serait effectivement catastrophique qui l'emporte, et qu'on aille plutôt vers des autocars, par exemple des autobus, des bus de ramassage scolaire sans chauffeur, est-ce que ça aurait pour autant un intérêt écologique? Ce n'est pas du tout évident. Parce que on sait que le développement du big data, hein, qui va vraiment être nécessaire pour alimenter ces véhicules, est extrêmement consommateur alors d'abord en matières premières, en métaux rares, qui sont d'ailleurs non renouvelables, et puis aussi en énergie. Chaque véhicule, d'après les estimations, chaque véhicule autonome produira environ l'équivalent de 3000 utilisateurs d'Internet en termes d'énergie. Et puis on peut se demander comment le principe de remplacer un conducteur, remplacer un chauffeur de car qui n'a besoin pour conduire que de son corps, par des milliers de capteurs, de caméras, de lidar, hein, c'est des radars qui marchent à la lumière, de batteries, de processeurs, de data centers. Comment ça pourrait être écologiquement raisonnable? On peut vraiment se poser la question. Autrement dit, je pense qu'on a vraiment besoin
d'un débat. C'est là ma conclusion. On a vraiment besoin de mettre en débat les grands choix technologiques qui sont en train d'être faits, alors qui sont faits par les grandes multinationales parce qu'elles y voient évidemment des perspectives de profit, de croissance importants dans les décennies à venir. Mais les grandes multinationales ne se préoccupent pas beaucoup des conséquences environnementales ou sociales des choix qu'elles font. Et on voit bien que sur le véhicule autonome, les conséquences environnementales, les conséquences sociales, y compris en termes de vie quotidienne, peuvent être absolument catastrophiques selon le type de scénario qui va être privilégié. Donc voilà, je plaide pour qu'on ne considère pas la révolution numérique comme quelque chose d'indiscutable, de non contestable, de naturel, mais qu'on s'intéresse concrètement à quels investissements, sur quoi on va mettre le paquet. Alors, en matière d'innovation, je pense que l'innovation, elle est bonne, elle est nécessaire, elle peut être bonne, elle peut être nécessaire, mais il faut... Voilà. Prenons l'exemple des autocars. Hein. Il y a des équipes de chercheurs en Normandie là, qui sont en train de développer un autocar à pédales. Un autocar de ramassage scolaire à pédales. Alors, ça consiste en quoi? Il y a une batterie, donc c'est quand même un moteur électrique, mais il y a à la place, sur les sièges des enfants, il y a des pédales qui font que les enfants peuvent contribuer à leur propre mobilité et alimentent donc la dynamique du déplacement en pédalant. Bon. Il y a plein d'avantages à ça, économie d'énergie, exercice physique, voilà. Simplement, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de multinationales qui vont se lancer dans la recherche sur ce type de véhicule et les proposer? Il n'y a pas besoin de connexion, il n'y a pas besoin de big data, donc ça n'intéressera pas les grandes multinationales, les GAFAM. Google n'a absolument rien à faire d'autocars de ramassage à pédales. Et pourtant, ce type d'investissement, ce type de recherche, ce qu'on appelle le low-tech, hein, par opposition au high-tech, manifestement, en tout cas ça pourrait être discuté, ça pourrait faire l'objet de débats, serait beaucoup plus adapté aux exigences sociales et écologiques des décennies qui viennent. Alors, bon, donc ça plaide, à mon avis, pour qu'on invente de nouvelles manières. Alors ça avait été d'ailleurs proposé déjà il y a assez longtemps par Michel Callon dans un bouquin qui s'appelait, sur démocratiser l'innovation, hein, mettre en place des forums, ce que Callon appelait des forums hybrides. On a eu un espace de ce type avec la Convention citoyenne sur le climat, donc qui a montré que des citoyens réunis pour discuter d'un problème pouvaient arriver à des solutions extrêmement intelligentes. Malheureusement, ils n'ont pas été reprises dans leur grande majorité par les autorités publiques. Mais je pense que ce genre d'exemple montre qu'on peut soumettre les grands choix technologiques à la délibération publique. Et à mon avis, il en sortirait des décisions beaucoup plus avisées sur l'orientation de l'innovation dans les décennies à venir. Merci Thomas. Donc, vous voyez qu'à partir d'un exemple simple, on peut réfléchir et essayer d'envisager, comme ce qui est le thème de cette session, hein, les promesses et les dangers de technologies numériques. Tu as soulevé 2 points. La question de la démocratie, de besoin d'un débat public pour essayer de sensibiliser l'opinion, les citoyens, les utilisateurs, mais aussi sur pour la portée et les effets des grands choix, les avantages et les inconvénients. Et puis tu as insisté aussi sur un autre point qui est tout à fait essentiel, c'est la dimension écologique. Je pense que c'est un point aussi qui a été soulevé d'ailleurs au moment du lancement de la 5G, hein, par exemple en France, et qui nécessite à chaque fois une prise de conscience des effets, des avantages, des inconvénients, et la dimension écologique ne doit absolument pas être écartée, c'est clair. Voilà, je vais donner la parole maintenant à Mireille, qui va prendre un peu de champ et qui va essayer de réfléchir un peu sur la question de ce qu'on appelle, et c'est un concept que Philippe Aghion utilise souvent, la notion de destruction créatrice, hein, l'inspiration schumpeterienne de l'économiste Schumpeter. Eh bien, tu vas essayer de réfléchir un peu sur cette notion dans le contexte actuel et celui particulièrement, bien sûr, de la révolution numérique. À toi la parole, Mireille.
Merci. Merci Dominique. Alors, je reprends un petit peu la présentation de ce colloque qui pensait la bifurcation. Et je pense qu'effectivement, l'enjeu est vraiment là. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où il y a urgence à penser bifurcation dans le sens de changement de direction et pas accélération ou approfondissement. La question qu'on se pose en fait ici, c'est la question de savoir quelle est cette direction. Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Quel est le contenu de cette bifurcation? Et il me semble que la question numérique est une question qui allie la question économique évidemment, mais aussi la question de la technologie ou plus largement de la technoscience. Et donc évidemment, je pense qu'il faut articuler le plus possible les deux. Alors après avoir dit ça, je vais quand même exprimer ce que j'entends par numérique. Ce sont des technologies générales dont l'utilisation se fait dans tous les secteurs et dans donc mode de consommation, mais aussi mode de production, qui sont issus d'un projet scientifique qu'on appelle le projet cybernétique des années 40, dont l'idée était de renouveler la science dans cette période trouble des années 40 autour du concept d'information comme équivalent général. Et donc c'est ce concept d'information qui va permettre effectivement à cette technologie de se déployer dans tous les secteurs, biologie, économie, politique, etc. Donc ça c'est un point assez important à rappeler. De sa capacité finalement de cette technologie, de sa capacité de puissance. Alors, on peut distinguer trois éléments qui vont de pair dans le numérique. L'ensemble des réseaux, qu'ils soient matériels ou par ondes, 5G, etc. Les terminaux, ordinateurs, tablettes, smartphones et tout ce qui est logiciel, algorithme, intelligence artificielle autour des big data et des data centers. Donc effectivement, tout ça fait système. C'est pour ça que je prends un peu le temps pour dire de quoi je parle. Il ne s'agit pas simplement d'une innovation à tel endroit, d'une idée à tel autre endroit, avec une entreprise, un entrepreneur ou un savant. Il s'agit d'un système technologique qui s'intègre de plus en plus et dont il est difficile, évidemment, ici pour nous, d'en prendre la mesure. Alors, mon idée, effectivement, c'est de renverser le concept de Schumpeter, peut-être certainement, puisque je pense qu'on a un auditoire de jeunes économistes que vous connaissez, c'est-à-dire l'idée que les innovations commencent d'abord par détruire un certain nombre d'anciens modes de production et de consommation et conduisent à une augmentation des inégalités, et puis par sa généralisation, ces inégalités peuvent diminuer et conduire à des effets de croissance généraux. Bon, mon propos, c'est de dire qu'en fait, dans le numérique, et au point où nous en sommes aussi du numérique, c'est-à-dire la façon dont actuellement nous utilisons les technologies numériques, déployées telles qu'elles sont, les inégalités sont une condition. Il faut des inégalités sont une condition du déploiement du numérique. C'est-à-dire, plus on va aller vers l'innovation numérique, plus il va falloir des inégalités. Il ne s'agit pas, pour moi, de dire les innovations dans le numérique ont un effet secondaire qu'il faut corriger par des institutions. Je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut des inégalités pour avoir un développement encore plus poussé du numérique. C'est ce que je voudrais illustrer avec une toute petite anecdote, enfin une toute petite illustration dans un premier temps, après je vais essayer de faire une petite démonstration, c'est de dire effectivement s'il n'y aurait pas de livreur à vélo hyper précaire avec l'ubérisation. Il faut une inégalité économique et sociale forte pour pouvoir mettre en place ces nouvelles technologies d'ubérisation. Alors, la numérisation des modes de production, ça consiste avant tout à normaliser, standardiser, automatiser le travail humain. Et donc, au final, transformer la part vivante du travail dans des tâches qui sont de plus standardisées. Ça existe depuis très longtemps, vous connaissez, c'est Taylor, l'Organisation scientifique du travail, sauf que là, c'est poussé très, très fort. Et donc, ça conduit au final, en fait, à une production d'inégalités entre ceux qui vont concevoir les logiciels, les algorithmes et l'intelligence artificielle, et ceux qui vont non pas l'utiliser, mais s'y soumettre. Je pense aux livreurs à vélo, mais je pense aussi à tous qui sont obligés, par exemple, dans l'intelligence artificielle, à nourrir cette intelligence artificielle, qui n'est pas du tout un système autonome, qui est continuellement nourri par des clics,
hein, qui doivent sans arrêt lui faire apprendre un certain nombre de choses. Donc l'intelligence artificielle ne fonctionne qu'à la base de très très grandes inégalités, parce qu'il faut effectivement des tâcherons qui cliquent pour reconnaître pour identifier les différentes tâches que devra faire automatiquement l'intelligence artificielle. Comme le disait un dirigeant de Netscape, hein, nous sommes en train d'inventer un monde dans lequel on divise la société en deux, ceux qui commandent aux ordinateurs et ceux qui obéissent aux ordinateurs. Donc ça, c'est la dimension effectivement sociale, hein, et politique de la numérisation. Et je ferai quand même la remarque que là où l'intelligence artificielle est le plus développée, c'est en Chine. Là où les conditions démocratiques sont quasi nulles, et parce que, effectivement, pour développer encore plus l'intelligence artificielle, il faut renoncer à un certain nombre de principes démocratiques, qui sont, par exemple, la vie privée, et effectivement, comme tu l'as dit, Dominique, une forme de capitalisme de surveillance. J'ai du mal à voir comment on peut pousser encore l'innovation dans le numérique sans aller plus loin dans les entraves à la démocratie. Alors la question écologique, elle est évidente, elle a été démontrée par de très nombreux ingénieurs, économistes, mais aussi effectivement scientifiques. L'idée que les smart cities, les réseaux intelligents, les objets connectés, hein, c'est-à-dire l'étape de la numérisation dans laquelle on est, hein, je ne parle pas de l'Internet en général, pourront effectivement conduire à des économies d'énergie, c'est faire fi d'un phénomène général qu'a proposé de présenter Thomas, l'effet rebond, hein, que certainement vous connaissez, hein, qui a été d'abord identifié par Jevons en 1865, et dont on a des effets majeurs, directs d'abord, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on permet une économie d'énergie pour un appareil, en fait, souvent, les utilisateurs utilisent plus souvent l'appareil, donc en fait, il y a une consommation d'énergie qui augmente. Indirect, on va redéployer la baisse du prix sur une consommation connexe, mais surtout structurelle. Et c'est là où, à mon avis, la question est délicate et difficile, c'est-à-dire que ces transformations numériques sont tellement profondes dans la société et transforment tous nos usages que, en fait, l'accélération de l'innovation conduit à une obsolescence plus rapide et effectivement une course en avant qui s'accélère. Il y a plein d'exemples à trouver, mais par exemple, il y a une étude suisse qui a montré qu'entre 1990 et 2005, la masse matérielle, hein, c'est en effet un des effets rebonds en termes matériels, hein, la masse matérielle des téléphones a été divisée par 4, hein, donc moins de matériel pour les construire, etc. Je ne parle même pas du recyclage. Mais par contre, la masse totale de tous les téléphones utilisés en Suisse a été multipliée par 8, parce qu'on a multiplié l'utilisation et les usages connectés, hein, du téléphone. Donc, il s'agit ici de penser la transition écologique et sociale en termes d'économie d'énergie. Il ne s'agit pas donc de sobriété. Et je vais reprendre la conclusion de Thomas que je partage complètement. L'innovation doit être une innovation dans le sens d'une sobriété technologique. Hein, nous devons ralentir et non pas accélérer. Voilà, merci. Merci. Merci Mireille d'avoir développé donc, de manière complémentaire des notions importantes. Quid des inégalités dans le contexte de la révolution numérique, hein, quid aussi des économies d'énergie et de la question écologique qui est aujourd'hui évidemment absolument centrale. Donc j'ai vu Philippe réagir comme ça. Non, je te donne la parole, bien entendu. Non, mais je voulais juste. Non, mais de toute façon, tout ça est très intéressant. Je pense, si vous voulez, qu'on ne peut pas ignorer la révolution technologique. Je veux dire, on peut pas avoir une attitude de dire, nous, je pense qu'il faut rediriger. L'État et la société civile peuvent aider à diriger l'innovation vers quelque chose d'inclusif, de vert. Mais l'idée de dire que c'est, par exemple, la décroissance, je pense que c'est une idée stupide. Je pense qu'on a fait l'expérience de la décroissance avec le confinement. Entre mars et juin 2020, le PIB français a baissé de 35% et les émissions de CO2 de 8%. Mais vous avez vu le nombre de vies cassées avec la décroissance. Plein de gens il y a eu des effets psychologiques dramatiques chez nos jeunes particulièrement. Et pour les pays en développement, ça s'est traduit par de la pauvreté beaucoup plus grande. Beaucoup de gens dans les pays en développement sont morts, pas directement du Covid, mais du ralentissement provoqué par le confinement. Donc l'idée, c'est qu'il y a une alternative à la décroissance. Et l'alternative à la décroissance, c'est l'innovation verte.
Et l'innovation verte, je crois beaucoup. On peut le faire par la taxe carbone intelligente, pas faite comme pendant les Gilets jaunes, par la politique industrielle verte, et également la société civile a un rôle très important à jouer, et plus généralement pour diriger l'innovation. Moi, je crois beaucoup qu'on a un potentiel d'innovation formidable. Le tout, c'est le diriger vers l'objectif d'une croissance plus verte et plus inclusive. Et là, c'est l'État et la société civile ensemble qui peuvent permettre d'arriver vers ça, quoi. Je ne pense pas que l'idée, c'est de dire j'arrête le progrès. L'idée, c'est de dire je dirige le progrès vers quelque chose qui est inclusif et vert. Et je pense que ça, c'est totalement possible. Alors, je crois que vous vous rejoignez là dans tout ce qui a été dit sur le fait qu'il faut qu'il y ait un rôle important donné à la société civile, tu viens de le dire, à l'État, aux politiques publiques. Et donc, ça rejoint aussi ce que Thomas disait sur la notion d'un débat démocratique. Il citait comme exemple la Convention citoyenne sur le climat, où il y a eu des réflexions tout à fait intéressantes, pas uniquement sur ce sujet, bien au-delà, le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Là aussi, est-ce que c'est la décroissance dont il a été question? N'est-ce pas plutôt la notion de sobriété, qui n'est pas tout à fait la même chose? Donc on est d'accord. Je pense qu'il faut dans nos habitudes, par exemple, je sais que dans des pays nordiques, on ne le fait pas, par exemple à Paris, c'est hallucinant. On a une mer soi-disant écologique. À Paris, on ne trouve jamais de poubelle où on distingue qu'est-ce qui doit être recyclé, pas recyclé. J'ai jamais compris pourquoi à Paris, depuis le nombre d'années qu'il y a, il n'y a pas des poubelles où on recycle pas. Donc je pense que dans nos comportements, effectivement, on doit faire attention. Et penser à ce qui peut être recyclé, à ce qui peut ne pas l'être. Donc on doit innover dans nos habitudes, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il faut refuser le progrès. Il faut innover, y compris dans nos habitudes, dans nos manières d'être. Par exemple, vous parliez, une des choses, le Zoom, c'est quand même formidable. Moi, par exemple, avant, je devais souvent traverser l'Atlantique. Chaque fois que je traverse l'Atlantique, je contribue à la pollution. Maintenant, j'ai plus besoin parce que j'ai Zoom. C'est quand même formidable. Maintenant, on peut faire des conférences en télétravail. Ça va. Alors, il y a l'effet de rebond dont vous parlez, mais ça, on peut l'attaquer en taxant davantage le carburant dans les avions, etc. On peut combiner ça avec d'autres choses pour minimiser l'effet rebond. Mais c'est comme si vous me disiez, j'ai un médicament et j'ai des effets secondaires. Comme il y a des effets secondaires, je prends pas le médicament. La pénicilline, ça vous donne des maux d'estomac. Mais on sait qu'il y a des médicaments pour les effets secondaires. Je pense que là, c'est pareil. La révolution de l'informatique va nous permettre de voyager beaucoup moins et de faire quand même et d'interagir beaucoup. Alors il y a les effets de rebond, mais on peut traiter peut-être les effets de rebond par justement l'équivalent des médicaments secondaires et par d'autres politiques qui sont collatérales. Donc je pense que je reviens toujours à cette idée qu'il y a une bonne utilisation qui peuvent être faite des révolutions technologiques, mais il faut que les institutions soient adaptées. Et ça se fait pas uniquement par l'État. C'est l'État et la société civile qui est là pour contrôler que justement l'État fait ce qu'il doit faire. Et je crois par exemple, la société civile, c'est très concret, il fallait mettre de la concurrence aux États-Unis. S'il n'y avait pas eu la société civile qui vote pour Biden et qui écarte Trump du pouvoir, nous n'aurions pas aujourd'hui un État américain qui est davantage tourné vers l'inclusion avec les réformes fiscales qu'ils ont faites et davantage tourné vers la concurrence avec les réformes qu'ils ont faites. La société civile a joué un rôle très important pour justement réorienter. Alors Thomas, est-ce que l'effet rebond, finalement, est quelque chose qui est secondaire ou qui peut être sérieusement atténué? Parce que ce n'est pas ce que tu avais l'air de dire, ou ni Mireille d'ailleurs. Donc, est-ce que là-dessus, vous avez un désaccord sur ce point-là et sur d'autres? Enfin, tu souhaitais prendre la parole à nouveau, je t'en prie. Oui, mais je crois que l'effet rebond, il est constitutif d'une dynamique. La dynamique de l'économie capitaliste est une dynamique fondée sur la croissance. Et toutes les économies, effectivement, toutes les économies qui peuvent être faites, les économies d'énergie qui peuvent être faites dans un régime de croissance capitaliste, vont servir à d'autres, vont dégager des ressources pour augmenter la consommation et diversifier les usages, créer de nouveaux usages, créer de nouveaux besoins. Et donc, on ne peut pas durablement, me semble-t-il, concilier une économie fondée sur la croissance et le profit et une décroissance. On a besoin d'une décroissance, non pas de la richesse sociale, mais de décroissance massive des consommations d'énergie et de matières premières. Ça, je ne pense pas que vous puissiez vous opposer à cette idée. On a besoin d'une décroissance massive des consommations d'énergie et de matières premières si on veut préserver la possibilité d'une vie décente sur cette planète. Et ça n'est pas en multipliant les start-up, les innovations technologiques de rupture qui vont inventer sans cesse de nouveaux besoins, accélérer sans cesse l'obsolescence des produits qui sont mis sur le marché.
Ça n'est pas du tout comme ça qu'on pourra sérieusement faire décroître, comme nous en avons absolument besoin, les consommations matérielles et énergétiques. Alors, je reviens à l'exemple de la voiture autonome. Publiquement, officiellement, un des objectifs affichés du développement de la voiture autonome, c'est la décroissance, c'est les objectifs écologiques, c'est la décroissance de la consommation énergétique. Oui. Or, il n'y a aucune étude, et les constructeurs se gardent bien d'en faire, aucune étude sérieuse qui permette de prouver, parce qu'évidemment, c'est pas vrai, qui permettent de prouver que la voiture autonome sera plus économique en termes énergétiques et de matière que la voiture électrique, et évidemment que la voiture électrique, et évidemment, bon, alors peut-être que la voiture diesel des années 50, sans doute, mais en fait, il n'y a pas les constructeurs automobiles qui développent ce type de véhicules ne font pas les calculs, parce que les entreprises, les cabinets de conseil qui conseillent ces entreprises évitent de faire ces calculs de coûts énergétiques et de coûts en matière du développement de la voiture autonome, parce que ce serait manifestement des effets à terme désastreux. Et donc, je crois que c'est vraiment des critères que nous devons prendre en compte dans le choix des politiques publiques d'investissement et de financement de l'innovation, faute de quoi nous allons vraiment dans le mur. Mais juste une chose, je m'excuse, je veux pas. Les pays scandinaves, c'est quand même intéressant. Voilà des pays qui ont quand même une croissance assez raisonnable et ils contribuent peu aux émissions de CO2 mondiales. Parce qu'ils ont adopté des politiques, ils essayent en tout cas, alors plus ou moins bien, mais ils sont dans cette optique de croissance verte. Et ça fonctionne, quoi. Je veux dire, et ils ont changé leurs habitudes, mais en même temps, ils n'ont pas renoncé à la prospérité. Mais ils ont dit, on peut diriger la prospérité vers quelque chose de plus vert. Alors, ils peuvent faire beaucoup plus, mais ils sont très sérieux sur la taxe carbone, ils sont très sérieux, mais en même temps, ils n'ont pas renoncé à la prospérité. Parce que quand même, on vit mieux qu'avant. Moi, je dis à des partisans de la décroissance, vous savez ce que je leur dis? Vous allez aller chez un dentiste des années 50. Moi, j'allais chez un dentiste quand j'étais gamin, tu avais la fraise pendant 2 heures, et ben voilà. Alors moi, je vous dis, d'accord, vous êtes pour la décroissance, vous allez chez le dentiste des années 50, et vous renoncez à l'innovation. Ben, on vit beaucoup mieux qu'on vivait avant. Le plus pauvre des Français maintenant vit beaucoup mieux que les rois de France du XVIIIe siècle, parce qu'il y a eu le progrès. Je veux dire, il faut accepter, mais il faut diriger le progrès vers le social, vers l'inclusif, et on peut le faire. Voilà. On ne peut pas dire seulement je renonce au progrès. Et sur la voiture une autonome, chose. est-ce que vous êtes pour la voiture autonome? Non, mais je ne vais pas rentrer sur la voiture autonome. Non. Je ne vais pas aller sur le détail de la voiture autonome. Monsieur, Restons. ouais. Je veux dire, c'est un débat de fond. Vous voyez qu'il y a des économies, je ne veux pas arrêter sur la voiture autonome ou pas, je dis qu'il y a des économies qui montrent qu'on peut faire de la croissance, être égalitaire et être vert. C'est les Scandinaves. Les Danois, ils sont égalitaires, ils sont verts, et ils font de la croissance. Les Suédois aussi. Alors, ils ont des problèmes, il y a des trucs qui ne marchent pas, mais je ne dis pas qu'il faut exactement faire comme ils font eux, mais ça veut dire qu'on peut tendre vers quelque chose comme ça. Et on peut réconcilier croissance, inclusion et environnement. On peut faire ça. Alors le tout, c'est qu'il faut qu'il y ait des forces pour diriger l'innovation, parce qu'elle n'est pas spontanément verte, et le système capitaliste, spontanément, n'est pas inclusif. Ça, je suis d'accord. Mais il y a eu les luttes, il y a eu le mouvement civil. Comment on est arrivé au système suédois? Il y a eu des luttes, il y avait Adalène 31, les mouvements ouvriers. En France, il y a eu tout ce qui a contribué à la société civile. Donc j'étais militant dans ma jeunesse, je sais le rôle que ça a joué, mais fort de ça, on a les forces qui permettent de réaliser de dire on va continuer le progrès, on va améliorer le bien-être, mais on va le diriger plus que jamais vers quelque chose qui est égalitaire et vert. Et je pense que c'est faisable. Voilà, je crois vraiment. Bon, je pense tu parlais que de c'est un force. optimisme de combat. Tu parlais de force, c'est une question de rapport de force en quelque sorte, mais est-ce que ce rapport de force existe? Est-ce qu'il est possible pour obtenir les résultats dont tu parles? En tout cas, Mireille, peut-être tu peux rebondir. Je veux répondre. Il ne s'agit pas de dire on est décroissant. Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas du tout ce que j'ai dit. Je pense que personne ici dit ça. Décroissance dans l'idée qu'on va revenir en arrière en baissant les revenus et faire comme si on pouvait reprendre les modes de production des années 60. Ça n'a aucun sens. Personne ne dit ça. En tout cas, moi, pas ici. Donc, et bien sûr, et il ne s'agit pas non plus de arrêter le progrès, c'est-à-dire on continuera toujours de penser, d'inventer, etc. Donc il faut arrêter de rentrer dans un débat qui hystérise un petit peu. Je pense qu'il faut essayer de plutôt poser de quoi on parle. Moi, je dis seulement que, étant donné ce que nous dit le rapport du GIEC en termes de très grande décroissance
de la production matérielle et de la consommation d'énergie. Voilà. Je dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est mon point de départ. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit socialement possible? Et quand on regarde quels sont les modes de production qui sont sobres, économes en énergie et en matière, ces modes de production conduisent évidemment à ne pas... on n'a pas besoin d'innovation numérique tous azimuts. Évidemment qu'il y aura certaines innovations qui sont nécessaires. Tu as pris l'exemple du bus à pédales. Il y a un collectif qui s'appelle l'Atelier Paysan qui réfléchit. Ce sont des ingénieurs, hein. Ce ne sont pas des paysans perdus dans la montagne avec leurs chèvres, hein, qui réfléchissent effectivement à une mécanisation de l'agriculture qui contribue au réchauffement climatique avec les low-tech, justement. Hein. En comment est-ce qu'on peut travailler? Donc il y a besoin d'ingénieurs, il y a besoin d'innovation. Et c'est ça, simplement, c'est le sens du progrès. Et je reviendrai sur la dernière chose. Je dis, quand on regarde ça, quand on regarde concrètement, on n'arrive pas, je ne sais pas comment on arrive à le démontrer, comment est-ce qu'on peut avoir une croissance verte? Pourquoi? Parce que quand on dit croissance, c'est la croissance du PIB, sauf si on parle d'autre chose, mais je ne sais pas de quoi on parle. Mais pour moi, quand on dit croissance verte, c'est la croissance économique qui devient verte. La croissance économique, quand on regarde dans l'histoire, en tout cas, c'est ce que je peux faire, hein, on n'a pas de découplage matériel et en énergie entre la croissance et ces différentes consommations. Il y a un découplage très relatif, mais qui est absolument limité et trop faible par rapport aux enjeux écologiques. C'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus vite. Et donc, il faut penser les choses différemment. Dans ce sens, c'est la bifurcation. Donc, quand on prend des concepts généraux en disant on peut, moi je veux bien, mais comment? Voilà. Donc il faut réfléchir au... Le nucléaire, par exemple. Je vais mettre un débat. Je sais que vous avez détesté le nucléaire, mais le nucléaire, alors je ne dis pas que c'est l'énergie formidable, mais le nucléaire fait que la France contribue pour moins de 1% aux émissions de CO2 mondiales, grâce à nos centrales nucléaires. Alors on va chercher d'autres choses que le nucléaire. On veut autre chose à l'arrivée. On essaye la fusion nucléaire. Hein, donc c'est pas les centrales nucléaires qu'on a maintenant. On fait des recherches dans le renouvelable. C'est-à-dire que il y a deux visions sur ça. Il y a une vision qui est malthusienne, c'est de dire les ressources sont limitées. Et c'était comme le travail avec les 35 heures. Tout est limité et donc on est malthusien. Et l'autre vision, c'est de dire non, l'innovation fait que le monde est illimité parce qu'il n'y a pas de limite à l'intelligence humaine, à ce qui est possible. Et ben, si demain, la fusion nucléaire, on a l'usine à Aix de fusion nucléaire, si on arrive à le faire, eh bien ça va tout changer. Ça va rendre l'énergie on va pouvoir faire... Voilà, c'est un des trucs, on essaye d'autres choses. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas a priori se dire on n'arrivera pas. Alors il faut mettre les moyens. Il faut investir beaucoup plus qu'on le fait dans l'innovation en France et avoir une politique. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qui étaient inimaginables avant. Et il y aura demain des choses inimaginables dans le domaine de la santé. Vous imaginez qu'en moins d'un an, on a pu vacciner tout le monde, enfin, on a pu faire des vaccinations de masse, vaccins de masse contre le Covid. C'est quand même extraordinaire, non? En moins d'un an, l'ARN messager conduit à une production de masse de vaccins basés sur l'ARN messager. C'est comme ça qu'on est tous ici aujourd'hui. C'est quand même formidable. Je veux dire, c'est des choses qu'on n'aurait pas imaginées avant. Donc on peut pas a priori dire je vais limiter. Je crois qu'il faut faire confiance qu'il peut y avoir beaucoup de choses, mais on peut diriger, favoriser, investir et diriger l'innovation. Mais ce que montre ce débat, c'est qu'il faut creuser plus la notion d'innovation. Il y a différents types d'innovation. Il a été question des low-tech, par exemple, tout à l'heure. Eh bien, est-ce que ces types d'innovation qui sont tournés vers la sobriété en priorité, eh bien, ne sont pas aussi à développer. Or, le sont-elles aujourd'hui dans l'agriculture, par exemple? C'est un sujet aussi que j'ai un peu étudié. On constate que non. L'agroécologie, par exemple, je crois qu'il est pratiquement démontré maintenant que ce système alternatif de production de biens alimentaires, eh bien, pourrait satisfaire tous nos besoins en respectant totalement l'équilibre écologique, l'équilibre de la Terre, bon, eh bien, et de la planète. Eh bien, on a l'impression que ce type de low-tech n'est pas poussé autant que les high-tech. Vous êtes d'accord? Bon. Et donc, l'idée, c'est que les institutions publiques que vous avez appelées de vos voeux, que la société civile se bat aussi pour ça. On a l'impression qu'aujourd'hui, le rapport de force est quand même pas très favorable au low-tech, disons, pour aller vite. Et donc, c'est ça qui est un des points. Thomas? Oui, non, mais il faut pouvoir mettre en discussion les innovations. Philippe Aghion nous dit non, mais les innovations, c'est formidable. Ça dépend lesquelles. Non, mais je suis d'accord avec vous. Il faut diriger l'innovation. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Ça dépend lesquelles. Donc il faut pouvoir discuter. Aujourd'hui, les innovations sont massivement déterminées par les intérêts des grands groupes capitalistes. C'est les GAFAM, alors qui aujourd'hui représentent
9 000 milliards de capitalisation boursière, enfin, ça devient des choses complètement hallucinantes. Donc, et ce sont ces monstres-là qui déterminent la direction de l'innovation. Et les États courent derrière les monstres là, en disant « Ah, mais il faut qu'on soit dans la course, il faut qu'on soit dans la course. Si on n'y est pas... enfin, je m'excuse, mais la politique industrielle de la France aujourd'hui, c'est courir derrière les GAFAM pour essayer de ne pas louper le prochain train de la prochaine innovation numérique. Est-ce que c'est vraiment de ça dont la planète a besoin? Est-ce que c'est vraiment de ça dont la société a besoin? Discutons-en, parce que moi, je n'en suis pas sûr. Bon, excusez-moi, je n'arrive pas à capter les tweets, je ne sais pas s'il y en a. Ça ne marche pas? Bon, ça ne marche pas, donc c'est réglé. Je viens prendre une ou deux questions, si vous voulez bien. Si les intervenants sont d'accord, prendre une ou deux questions dans l'assistance. C'est bien que c'est un peu difficile, avec des masques en particulier. Donc, est-ce qu'il y a une ou deux questions? Éventuellement, si ce n'est pas audible, vous pouvez venir au premier rang tout en gardant votre masque. Question. Oui, allez-y, monsieur. Allez-y. Reste, on devrait pouvoir vous entendre là où vous êtes. Ah ben, il y a un micro. On m'a dit qu'il n'y avait pas de micro. Finalement, il y a un micro. Très bien. Super. Allez-y. Non, ça ne marche pas? Il arrive, le micro. Je suis désolé de vous faire courir. Bon, non? Peut-être qu'on peut vous entendre quand même. Ou alors je vous passe. Voilà. Allez, je me dépêche. Très bien. Bon, il y aura une autre question. On pourra en prendre que deux parce que l'heure tourne. Quelle serait la deuxième personne qui voudrait intervenir après monsieur? Si cette personne veut intervenir, elle s'approche. Oui, merci. J'enlève le Alors, masque ou pas? Ah, Oui, j'entends. bonjour à vous, merci pour cette conférence. Moi, je suis professeure de SES à la retraite et je peux dire que pour le numérique, bon, je pense qu'on vit avec et nous, on a été obligés, nous, en tant qu'enseignants, de se mettre à ces nouvelles formes d'enseignement, les nouvelles technologies. Moi, je pense qu'il faudrait plus penser l'éducation au numérique parce que aujourd'hui, les jeunes sont toujours connectés. Moi, je me souviens, je faisais des cours, j'enlevais les portables en seconde, première terminale. Bon, ça a été très impopulaire au départ, mais moi, je ne supportais plus que les jeunes avaient 15 minutes d'attention pendant 2 heures de cours et ne prenaient plus de notes. C'est-à-dire que la main ne travaillait plus avec l'esprit. Alors, je crois que le danger auquel on est confronté aujourd'hui, c'est comment redonner du sens à ce que l'on transmet à l'université ou au lycée ou dans le supérieur, parce que nos jeunes, actuellement, sont, pas tous, mais il y a peut-être 1 ou 10% de notre population scolaire, et je parle même universitaire, qui sont en capacité de prendre des notes et de synthétiser un cours. Et moi, je suis effarée, et je vous le dis, parce que maintenant j'ai quitté l'enseignement, je fais autre chose, mais moi, je crois que ceux qui sont en Californie aujourd'hui, les Bill Gates, eux, leurs enfants, n'ont pas d'ordinateur et n'ont pas de portable pendant les cours. Donc, eux, ils sont effectivement, leur esprit est bien formé. Très bien, voilà. Merci. Voilà, votre question montre bien l'ambivalence, mais je crois qu'on est... Je suis d'accord. L'ambivalence des innovations technologiques, notamment du numérique, bien entendu. Totalement. Vas-y. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, si je suis prof, quand je fais un cours, je refuse les portables dans ma classe. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et je pense qu'il y a un drame de l'éducation en France, c'est qu'il y a un décrochage des tests PISA et que de plus en plus, les tests PISA sont reliés à l'origine sociale. Et ça, c'est vraiment, quand on veut lutter contre l'inégalité, c'est d'abord à l'école qu'il faut lutter contre l'inégalité. Il faut améliorer la qualité de notre éducation, il faut investir beaucoup plus dans l'éducation, il faut mieux payer nos professeurs et il faut certainement que les portables ne rentrent pas dans la classe. Il faut garder ça. Ça, je suis entièrement... Et je pense que la révolution ne peut marcher et être inclusive que si tout le monde a accès à une éducation de qualité et qu'on a vraiment un enseignement de qualité, avec des tests PISA qui augmentent. Je crois que si on n'a pas ça, on ne fait rien. Je crois qu'il y a unanimité sur cette prise de position. Monsieur, ça sera la dernière question. Oui, allez-y. Chut. Il y a un micro qui arrive derrière vous, là.
Oui, je voulais vous poser une question. Plus fort, plus fort. Alors, je voulais savoir si vous partagez le point de vue que j'ai sur les questions liées, comme vous disiez, au questionnement de l'innovation. Est-ce que, oui, si on peut, sur le fait de questionner ou pas les innovations. C'est-à-dire que moi, ce qui me dérange avec les questions de ce type, c'est que j'ai l'impression, en fait, qu'au niveau démocratique, au niveau politique, on n'est plus capable, en fait, d'imposer certaines contraintes à partir du moment où c'est présenté comme relevant de l'économie, du progrès économique. Donc, concrètement, l'application ici, donc au niveau des innovations, je me dis oui, mais normalement, c'est aux politiques de dire d'inhiber, voire d'interdire certaines innovations et de permettre ou d'encourager d'autres. Et qu'en fait, ça rejoint même les questions. J'entends la promotion de questions comme la responsabilité, la responsabilité sociale d'entreprise ou l'idée, comment dire, de dire que c'est aux entreprises en fait de promouvoir certaines innovations et pas d'autres. Très bien. J'ai l'impression en fait quelque part d'un certain abandon démocratique. Et je voulais savoir si vous partagez ou pas cette vision, même sans développer, mais juste si vous êtes plutôt contre ce que je viens de dire ou si vous partagez plutôt ce que je viens de dire. Merci monsieur. Thomas, je te donne ta parole sur la difficulté d'un débat démocratique sur les innovations, ce que semble soulever monsieur. Qu'est-ce que tu réponds puisque tu as soulevé cette question dans ta présentation? Non, mais nous vivons, les sociétés occidentales vivent avec le mythe de la science, le mythe du scientisme, en fait. Hein. Tout ce que fait la science est forcément bon. Ça, c'est un des mythes fondamentaux de la modernité occidentale. Et c'est très difficile de mettre en cause ce mythe. C'est ce que nous essayons de faire là, mais de dire tout ce que fait la science n'est pas nécessairement souhaitable. Et on doit pouvoir en discuter. On doit pouvoir délibérer si la science et la technologie doivent prendre telle direction ou telle autre. Est-ce que le transhumanisme, est-ce que c'est une direction souhaitable? C'est-à-dire on va multiplier les innovations qui vont permettre à certains humains de devenir quasiment éternels, les plus riches évidemment. Est-ce qu'on veut que la science prenne cette direction-là? C'est la direction qui est en train d'être prise par toute une série de biotech, de start-up. Est-ce qu'on veut ça? Voilà, je crois mais c'est très difficile de mettre ça en débat parce que nous vivons sur le mythe du progrès comme quelque chose d'inquestionnable, d'incontestable et d'indiscutable. Or, il faut pouvoir discuter de quel progrès nous voulons. Bien, excusez-moi de devoir interrompre. Je crois que c'est le moment. Merci pour votre écoute et merci pour nos 3 intervenants.